L'échiquier international, soyez les bienvenus. Iran, États-Unis, est-ce la fin de plus de 100 jours de guerre? Le mémorandum d'entente est en tout cas annoncé comme d'ores et déjà être une étape vers la cessation des combats. Les deux parties doivent valider 60 jours de cessez-le-feu vendredi à Genève. Précisons que le texte définitif n'est pas encore forgé. Pour l'instant, nous n'avons que la version officielle iranienne. Alors, c'est un projet de mémorandum en 14 points. Qu'est-ce qui y figure? Quels sont les points reportés à des négociations ultérieures? Et que se passera-t-il après les 60 jours du cessez-le-feu stipulé? Pour cette première étape des négociations, on en parle et c'est tout de suite. Alors, que sait-on justement de l'accord entre l'Iran et les États-Unis? Les deux pays se sont engagés à mettre fin au conflit et ouvriraient un nouveau cycle de négociations de 60 jours, notamment concernant l'épineuse question du nucléaire iranien. On essaiera de mieux comprendre les tenants et les aboutissants avec tout d'abord l'auteur et journaliste iranienne Fariba Chroudi. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous avez publié Guerre en Iran, journal de bord 2025-2026. Vous allez nous dire comment vous percevez cette nouvelle de la fin supposée de la guerre. Encore une fois, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et en direct de Téhéran, Siavosh Razi, grand reporter de guerre, ravi que vous soyez des nôtres, Siavosh Razi. Bienvenue. Merci beaucoup, merci. C'est un plaisir. Siavosh Razi, on va tenter de mieux cerner ce mémorandum d'accord qui a des contours à déterminer encore. Mais première question, vous qui êtes sur place, comment a été reçu, comment a été perçu l'accord de la fin des combats à Téhéran, là où vous vous trouvez? C'est à la fois un sentiment de soulagement et d'espoir, mais aussi un sentiment de grande victoire sur les États-Unis et sur Israël, puisque l'Iran a non seulement réussi à résister à deux puissances nucléaires pendant 40 jours sur le champ de la bataille, mais en plus l'Iran a imposé ses conditions, son calendrier dans les négociations avec les Américains. Donc, il y a un sentiment de victoire qui est partagé par beaucoup de monde ici en Iran, y compris par exemple par des gens qui n'étaient pas forcément des partisans du pouvoir iranien. Même s'il faut le dire, il y a toujours des gens qui sont hostiles au pouvoir et qui auraient aimé que les États-Unis ou Israël continuent à frapper l'Iran. Mais d'une manière générale, on sent qu'il y a une mobilisation autour du pouvoir, autour des forces armées iraniennes, alors que l'Iran sort vainqueur de ce conflit, à la fois sur le plan militaire, mais aussi sur le plan diplomatique. L'Iran est désormais la puissance dominante dans la région. Et d'ailleurs, pour bien montrer cette nouvelle donne dans la région et aussi dans le monde entier, les gardiens de la révolution viennent de publier un communiqué pour mettre en garde Israël en disant que depuis 2 jours, et depuis de la signature de manière digitale de l'accord entre l'Iran et les États-Unis, l'armée israélienne a violé à 84 reprises le cessez-le-feu dans le sud du Liban en attaquant des villages. Et si cela continue, les forces armées iraniennes vont frapper Israël sans attendre, et donc une mise en garde, un avertissement très clair de la part de Téhéran, ce qui montre que il y a une nouvelle donne, il y a un nouveau rapport de force dans la région, puisque maintenant l'Iran prend les devants, n'hésite pas à menacer Israël de frappe par des missiles, ce qui montre que à la fois les États de la région, les monarchies arabes du Golfe Persique, mais aussi Israël et les autres pays de la région doivent désormais compter avec cette nouvelle puissance qui est la puissance dominante dans la région, mais et aussi ça change également les rapports de force à travers le monde. Même question, Fariba Choudi, sauf que je rappelle que vous étiez présente à Téhéran lors des premiers bombardements en juin dernier. Vous racontez votre expérience dans votre livre Guerre en Iran, journal de bord 2025-2026. On va tenter bien entendu de mieux cerner les contours de ce mémorandum. Mais avant tout, on peut que se réjouir de la fin des bombardements sur la population iranienne. Oui, absolument. Écoutez, dans l'ensemble, de toute façon, je ne peux pas contredire Siavosh Razi, étant donné qu'il est sur place, mais je peux dire qu'effectivement,
lui, il peut parler de ce qu'il voit de façon beaucoup plus large que moi, mais moi déjà, en 2025, j'avais pu remarquer que les premiers bombardements, les discours, au bout de une semaine, même pas une semaine, 3 jours avaient changé. Notamment quand on était pour traverser Téhéran jusqu'au nord dans le Mazandaran, 3 heures de route, on a été 12 heures bloqués et pour la première fois les Iraniens ont commencé à avoir une autre vision de ce qui se passait. J'ai entendu vraiment sur cette route des jeunes gens qui me disaient, voilà, on est en train de nous préparer Gaza, paniqués, terrifiés, et effectivement, on était surpris, c'était impossible. La première guerre de l'Iran, si je puis dire, a été atroce. Pour revenir à aujourd'hui, et très vite, il y a eu un sentiment. Moi, je suis une opposante, je me dis toujours une opposante sur beaucoup de choses qui se passent en Iran, et je continuerai ma lutte pour les droits civiques, pour les droits des femmes, pour les droits. Mais avec ces bombardements, là-bas, j'étais effectivement pour l'Iran avant tout, et j'avais un sentiment de patriotisme partagé avec tout le monde. Avec la seconde vague, où ça m'a rendu malade, où tout le monde croyait qu'on était fini, c'était terminé. Et effectivement, on arrive à voir que l'Iran a pu résister. C'est les gardiens de la révolution. On peut être contre, on peut ne pas les aimer, on peut dire ce qu'on veut, mais effectivement, ils ont défendu de toute façon les frontières du pays et l'agression illégitime, totalement illégitime. Et le fait est que on ne peut pas ne pas avoir ce sentiment de dire effectivement on est sauvé de cette guerre pour le moment. Tout le reste à faire. Et autre chose que je voulais dire dans le sens de M. Rosi, c'est que j'ai quelqu'un qui vient d'arriver à peine 3 jours, et il m'a dit un vrai changement en Iran sur parce que moi, c'est la population je ne dis pas que je suis la seule, hein, mais tout mon propos dans mon livre a été la population, ce que a vécu et vit encore la population avant, pendant la guerre, avant la guerre, pendant la guerre, depuis c'est des décennies. Et là, cet ami qui n'est pas très tendre vis-à-vis de la République islamique, il m'a dit, j'ai été époustouflée de voir déjà à quel point il répare les choses rapidement, à quel point, je ne savais pas, par exemple, M. Rosi doit le savoir, que le métro et les bus, tout ça, c'est gratuit, qu'ils essayent de réparer les immeubles détruits très rapidement, qu'ils donnent des subventions pour ceux qui n'ont rien pour. Donc, à mon sens, ils ont compris que de toute façon, s'ils n'avaient pas la population derrière eux, il n'y aura pas de victoire sans la population. Ça, on le sait. Cette population qui a tenu à être du côté de son pays. C'est quand même le seul pays où, pendant la guerre, il y a des gens qui sont rentrés. Moi, je voulais rentrer. C'était la sortie de mon livre, beaucoup d'autres choses, et ma vie n'intéresse personne. Donc, mais j'étais prête à rentrer, et tous les jours, je me sentais mal ici. J'avais qu'une envie, c'était d'aller auprès des miens, de mes enfants d'Iran, des gens de l'association qu'on aide là-bas. Et il m'a dit, effectivement, là, c'est la première fois que je vois la rapidité avec laquelle, alors il y a entre le gouvernement, là, d'après lui, je n'en sais rien, M. Rosi pourrait peut-être le dire, d'après lui, c'est vraiment les gardiens de la révolution qui s'occupent de la logistique d'aujourd'hui. Et puis, il y a, pour terminer, pour ne pas accaparer la parole, il y a la dernière, je ne sais pas si ça date d'aujourd'hui, d'hier, une conférence de presse de Pezeshkian qui a dit, si on avait fait ce qu'il fallait faire pour répondre aux exigences légitimes et les contestations légitimes de la population sur le plan économique, sur le plan éducatif, sur le plan les manifestations de janvier ne seraient pas arrivées, sans même parler des ingérences de l'extérieur. Hein. Donc tout ça, ça me donne un tout petit peu d'espoir, mais tant que je n'ai pas vu la suite, moi je reste un peu sur mes gardes de deux côtés.
aussi bien du fait que est-ce que les dirigeants de la République islamique ont compris enfin que leur talon d'Achille, c'est ni Israël, ni les États-Unis, ils l'ont montré, c'est la population iranienne. Si ils n'ont pas la population derrière eux, ils ne s'occupent pas de la population. Et puis, je m'inquiète beaucoup également des jusqu'au-boutistes et des fachos du gouvernement de Netanyahou. Je On va ne en dis pas parler. Israël, je dis gouvernement Netanyahou. Alors Voilà. justement, Siabosh Razi, revenons à cet accord. Si vous voulez bien, Donald Trump a annoncé donc un protocole d'accord qui doit être signé vendredi à Genève, mais les détails sur son contenu demandent à être clarifiés. Qu'est-ce qui y figure et qu'est-ce qui est réservé à des négociations ultérieures? Résumez-nous, si vous le voulez bien, le contenu de cet accord. Alors, on n'a pas encore le texte. Les Iraniens ont promis de publier le texte vendredi lors de la signature donc officielle, en même temps que les cérémonies de signature. Donald Trump a dit qu'il pourrait publier le texte avant vendredi, donc d'ici vendredi. De toute façon, on va avoir le texte. Et comme il y a eu la signature digitale, il n'y a pas la possibilité qu'on change une virgule ou une autre ou un mot dans ce texte, donc qui a été déjà signé de manière digitale par les deux pays. Donc on va connaître le texte dans le détail. Mais il y a déjà des déclarations depuis 2 jours de différents responsables iraniens qui nous donnent des détails sur l'accord. La première chose, c'est la fin du blocus des ports iraniens. Ça a été obtenu par l'Iran au dernier moment, après que Israël ait frappé le sud du Liban. Et donc là, il y avait l'Iran a menacé, avait préparé des missiles, de nombreux missiles pour frapper Israël. Et à ce moment-là, les États-Unis ont fait des concessions. D'une part, la fin du blocus dès hier soir, en fait, et pas dans un délai de 30 jours, ce qui était prévu au départ. Ensuite, la deuxième concession, c'était le cessez-le-feu dans l'ensemble du Liban, un cessez-le-feu immédiat et définitif dans l'ensemble du Liban, ce qui a énervé bien évidemment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et donc, il y a ce soir une nouvelle mise en garde de la part de l'Iran, des gardiens de la révolution, qui ont dit que si jamais Israël continuait à violer le cessez-le-feu, il y aura des frappes contre Israël et l'Iran n'hésitera pas à le faire. Il faut comprendre maintenant que la logique iranienne des gardiens de la révolution et du pouvoir dans son ensemble, c'est de dire à chaque fois que s'il y a une attaque contre un allié de l'Iran dans la région, il y aura une riposte iranienne. C'est ce que le nouveau concept qui a été annoncé par les autorités iraniennes, c'est le concept de l'unité des territoires, ce qui veut dire que si jamais, les territoires, c'est l'Iran, l'Irak, le Liban, Les alliés iraniens. mais voilà, des alliés. Et donc, s'il y a des attaques contre un allié de l'Iran dans la région, l'Iran va riposter directement contre Israël. Et donc, comme cela a été fait, il y a quelques jours. Et donc ça, c'est quelque chose que les Israéliens ou les Américains doivent se mettre dans la tête que ça se passera désormais de cette manière-là. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est le contrôle du détroit d'Ormuz. L'Iran est déterminé à garder ce contrôle, bien sûr, mais aussi à percevoir ses frais de service. Ces frais de service, ça veut dire que pour le passage, puisqu'il n'y a pas d'eau internationale dans le détroit d'Ormuz, le détroit d'Ormuz, c'est partagé entre le Oman, donc au sud, et l'Iran au nord. Et donc, il y a les zones nationales iraniennes et omanaises. Et donc, avec Oman, il y a les deux pays préparent un texte qui va être publié d'ici quelques jours pour mettre en place les règles du trafic. Et donc, l'Iran, qui a les moyens militaires de le faire, va contrôler ce détroit en percevant les frais de service, à la fois pour un trafic sécurisé maritime, mais aussi pour la protection de l'environnement. Les termes ont changé, mais le fait est que l'Iran va percevoir cet argent.
Oui. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Garibabadi, a dit qu'un accord plus large serait donc négocié pendant une période de cessez-le-feu s'étalant sur 60 jours, comprenant notamment un allègement des sanctions contre l'Iran. Les États-Unis devront discuter du déblocage des fonds iraniens gelés à condition que Téhéran respecte ses engagements sur son programme nucléaire et le devenir de son uranium hautement enrichi. L'application de ce texte laisse plus d'un sceptique. On a l'impression que, et tout le monde le dit, que l'application de ce texte est semée d'embûches d'emblée. Votre avis, Fariba Choudi? Justement, vous voyez, moi c'est pour ça que j'attends de voir un peu. J'ai très peur, vous savez, que les uns et les autres ne mesurent pas qu'une victoire militaire, quelle qu'elle soit. Là, on a vu que Israël et les États-Unis ont vu, avec la force de frappe qu'ils ont, avec les engins qu'ils ont, les armées les plus puissantes du monde, une de région, l'autre du monde entier, n'ont pas pu arriver effectivement à leur fin, et tant mieux. L'Iran, avec ingéniosité, on n'aime pas les gardiens de la révolution. Là, je ne mets pas d'affect, je ne mets pas de valeur, mais avec ingéniosité, le monde entier est assez époustouflé de voir ce qu'ils ont fait, y compris en Israël, y compris au sein des spécialistes militaires. Et effectivement, j'espère qu'ils ne prendront pas la grosse tête à dire qu'effectivement maintenant c'est nous qui vont imposer par la force. Que ça soit sur le Liban, que ça soit sur Gaza, où j'étais malade pendant les 2 ans où le monde a regardé le martyre de Gaza, on sait que la force brute et surtout l'impunité ne mènera à rien. Je pense que le monde entier, y compris la République islamique, doit rentrer dans le cadre des lois internationales, et qu'il faudrait arrêter avec cette logique. Si tu fais pas ça, je fais ça, et maintenant je suis plus fort et je vais mettre la pagaille à Hormuz, etc., etc. Ils ont donné une leçon en disant, étant donné que vous ne respectez pas la loi, c'est la loi du plus fort, vous faites ce que vous voulez, nous on va faire maintenant exactement la même chose. Ils ont montré, ils ont eu un succès là-dessus. Fariba Choudi, Là maintenant, pardonnez-moi. à mon avis, il faut que le monde revienne, le monde entier revienne à des accords bilatéraux, au multilatéralisme. Il faut qu'on respecte les lois, qu'on revienne Alors, Fariba à nos Choudi. fondamentaux. Et sans ça, je n'en sais rien. Alors, ils ont promis que tout le monde est choqué sur le Liban, y compris maintenant le président Aoun, mais effectivement, il faudrait arrêter avec Israël n'arrête pas. Il faudrait que d'abord Israël arrête, ça c'est sûr. Trump a élevé la voix, mais il faudrait que l'Iran aussi comprenne d'attendre, de rentrer dans une légalité internationale, de se réhabiliter à ce niveau-là. Et après, il y a le problème de la population, parce qu'il y a aussi une fracture entre la population et le régime iranien. On ne peut pas oublier les violations systématiques des droits de l'homme. Là, c'est un autre problème, c'est entre Iraniens, c'est à nous de le régler, c'est pas aux autres. C'est à nous de nous battre pour ça. Permettez-moi de vous poser une question. Autant dire courir derrière un pot à chiche noire dans un bazar virtuel, ça doit vous dire quelque chose. Fariba Choudi, c'est une expression persane qui peut-être résumerait la situation que vous décriviez à l'instant, c'est-à-dire que les Iraniens ont été signataires des traités nucléaires, des traités diplomatiques. Ils ont, entre guillemets, joué le jeu diplomatique depuis le début, depuis des années. C'est les Américains et les Occidentaux qui n'ont pas respecté leur part, on se rappelle avec la guerre des 12 jours, même auparavant, c'est-à-dire les Iraniens ont toujours joué la légalité, c'est un peu ça. Ouais. Je le dis à la fin de mon livre, je dis en plus les cartons rouges
qu'on a brandi sur la République islamique pendant toutes ces années, y compris pour les droits de l'homme, je le dis noir sur blanc. Je veux dire, la violation des droits de l'homme en ce moment en Israël, les pacifistes israéliens sont horrifiés. Les violations de droits de l'homme en Arabie Saoudite, etc., dans les pays du Golfe. Nonobstant, les Iraniens là-dessus ont eu énormément de retenue pendant des années. Ils ont joué le jeu. Ils croyaient qu'effectivement, ils arriveraient. Ils voulaient éviter cette guerre. Ça, c'est sûr. Le prix de cette guerre a été extrêmement élevé. Là, maintenant qu'ils demandent des dommages et intérêts, absolument, encore une fois, c'est dans les cadres des conventions internationales. Mais néanmoins, ce que je veux dire, c'est de façon globale. Je ne parle pas, moi je ne dis pas les méchants mollahs, les méchants ayatollahs. Non, entendu, on a entendu. Il y a certains, certains qui sont très très méchants. Certains sont extrêmement méchants. Certains ont fait beaucoup de tort à la population. Certains, on en reparlera. Notamment le pouvoir judiciaire. Mais tout ça, c'est ma lutte de citoyenne iranienne en interne contre. Mais voilà. En revanche, dans le cadre dans le cadre international ou des rapports de politique internationale, l'Iran a joué le jeu, sauf peut-être une certaine communication complètement, à mon avis, absurde et ridicule, hurler pendant des années mort à l'Amérique, hurler pendant des années on va éradiquer Israël de la surface de la terre, tout ça effectivement. Ils l'ont jamais dit en ces termes, Fadel Bachoudi, pardonnez-moi, ils l'ont dit la page du temps fera partir Israël de l'histoire. C'était un peu une connotation de poésie, c'est comme ça qu'ils l'ont dit. On en reparlera, Fadel Bachoudi. Je ne dis pas tout le monde, en plus c'est une faction, même c'est cette faction aujourd'hui qui sont en train de dire qu'il faut pendre monsieur Arorchi. Je ne dis pas tous les Iraniens, mais je suis désolé, il y a des jusque-boutistes en Iran comme partout, comme aux États-Unis, il y a Lindsey Graham, il y a Ben Gvir en Israël. On arrive à la fin. Pardonnez-moi, Fadel Bachoudi, je voulais juste avoir l'avis de Siavosh Razi. Justement, avec quel gage les Iraniens vont-ils vendredi à Genève pour s'entendre entre guillemets avec Washington, puisque Washington par le passé a trahi un tout petit peu les codes diplomatiques? Écoutez, le rapport de force a changé. Il faut savoir que il y a dans cette guerre de 40 jours, quelques 16 bases militaires américaines ont été totalement ou partiellement détruites. Une dizaine de radars déployés à travers la région. Les frappes qui ont eu lieu en Israël, les dernières frappes contre 3 bases aériennes israéliennes où étaient stationnés les avions américains, mais aussi les avions israéliens, les fameux F-35 ou les avions ravitailleurs, ont été lourdement touchés. La base en Jordanie a été frappée à 2 reprises. Le siège de CENTCOM à 4 reprises en 10 jours. Les États-Unis ne réagissent. Donc, moi, je pense qu'on aura d'ici quelques semaines des informations sur les destructions causées par les frappes iraniennes sur ces différentes bases dans la région, et on va savoir, notamment grâce aux enquêtes aux médias américains, notamment CNN et d'autres médias, on aura plus d'informations sur les destructions qui ont été commises par les frappes iraniennes sur ces différentes bases aériennes israéliennes, mais aussi américaines dans la région. C'est ce changement de rapport de force qui permettra à l'Iran de tenir tête et de faire appliquer et d'obliger les États-Unis à respecter cet accord, puisque les États-Unis, à 2 reprises depuis un an, n'ont pas respecté leurs paroles, puisque l'Iran et les États-Unis étaient en négociation et l'Iran était prêt à faire des concessions très importantes. Et pendant qu'ils négociaient, les États-Unis préparaient avec Israël des attaques d'envergure en juin 2025, et puis cette fois-ci contre l'Iran. Cette fois-ci,
c'est le changement du rapport de force qui va permettre à l'Iran d'imposer ses conditions. Merci beaucoup, Siavosh Razi, d'avoir été des nôtres ce soir, et je tenais à rendre hommage à votre travail sur le terrain. Merci pour vos éclairages et vos éclaircissements tout au long de cette séquence et cette tension avec l'Iran. Je tiens également à remercier Fariba Choudi qui a été avec moi, qui est avec nous ce soir, journaliste et auteur de Guerre en Iran, journal de bord 2025-2026. Grand merci à vous deux et à bientôt, et surtout, portez-vous bien, et j'espère que la situation en Iran va vers un calme beaucoup plus prononcé. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Al24 News. On vous souhaite une agréable soirée et on se dit à samedi.